La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour tout le monde. On va se donner une petite minute le temps d'annoncer la présentation pour laisser le temps aux gens de s'inscrire. Il y a beaucoup de gens qui rentrent en ce moment, donc dans une minute, on démarre. Donc, bonjour tout le monde. Je me présente, Andréane Blais du Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec. Je vous souhaite la bienvenue à ce 3e webinaire sur l'Atlas des milieux naturels d'intérêt. Tout d'abord, je vous inviterai à aller inscrire dans la boîte questions qui se trouve à votre droite à l'écran, si vous entendez bien ma voix. Et ça va vous permettre, oui, donc il y a plusieurs personnes qui indiquent que la voix est bonne, donc on va poursuivre. Tout d'abord, je vous montre à l'écran les dates des webinaires. Celui du 13 février, aujourd'hui, avec M. Benoît Jobin d'Environnement Canada sur les milieux ouverts, que je vais vous présenter dans quelques instants. On vous invite à vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, au prochain webinaire, donc celui de M. Daniel Lachance sur les milieux humides le 13 mars prochain et celui de Marie-Josée Côté là, le 27 mars sur les milieux hydriques. Marc Mengelbier sur le système fluvial le 10 avril et Mme Louise Gratton sur la multicible le 17 avril. Donc, le site Internet est inscrit en bas de l'écran pour aller vous inscrire et vous avez accès aussi à l'ensemble des présentations et des enregistrements. Donc, sur la prochaine diapositive, on vous invite aussi, si ce n'est pas déjà fait, il y a déjà beaucoup d'inscriptions, là, donc pour ceux que ce n'est pas fait, on vous invite rapidement à aller vous inscrire au forum, qui est la finalité du projet des rendez-vous de l'Atlas. Donc, le forum au cœur des stratégies de conservation. Vous avez le site Internet pour aller vous inscrire le 25 et 26 avril prochain sous forme de formation et conférences très intéressantes avec des professionnels là, bien qualifiés. Vous avez accès là, à une multitude de formations. Donc, on vous invite à aller vous inscrire là, dès que possible. Et à la fin du webinaire, on va prendre vos questions. Donc, on vous invite tout au courant de la présentation à aller inscrire vos questions dans la boîte questions. Puis, s'il vous plaît, mettez un numéro de diapositive en référence pour faciliter le conférencier là, à retrouver l'information. Donc, Benoît Jobin, qui est titulaire d'un baccalauréat en biologie de l'Université Laval et d'une maîtrise en biologie de l'Université d'Ottawa, est spécialisé en évaluation et conservation des habitats à Environnement Canada et changement climatique depuis plus de 20 ans. Ses travaux récents au sein du Service canadien de la faune portent sur l'évaluation de la dynamique des habitats et des paysages dans le sud du Québec, de même que sur le développement de plans de conservation d'habitat pour les oiseaux migrateurs et les espèces en péril. Donc, M. Jobin nous a présenté dans le premier webinaire le projet de l'Atlas et maintenant, il va nous présenter les milieux ouverts, que je ne dirai pas plus d'informations, donc je laisse la parole à M. Jobin. Alors, bien, merci beaucoup, Andréane, pour avoir préparé tous ces rendez-vous de l'Atlas-là. C'est vraiment une belle vitrine pour informer les gens intéressés par la conservation des milieux naturels sur tout le projet sur lequel on travaille depuis déjà quelques temps. Alors, merci beaucoup, Andréane, et merci à tous les gens qui sont en ligne, là, qui sont inscrits au webinaire. J'espère que ce que je vais vous présenter va être d'intérêt et que ça va soulever aussi bien des questions. Donc, vitement, là, pour faire un tour du plan de la présentation, je vais faire un bref survol du contexte du projet, pourquoi on fait cet atlas-là, puis ça se cadre dans les rendez-vous de l'Atlas. Un bref survol aussi de la situation de l'agriculture au Québec, puis des effets que ça peut avoir sur la biodiversité en milieu agricole. Puis la majeure partie de ma présentation va être sur les méthodes et les résultats de priorisation des prairies agricoles, priorisation des friches, puis ensuite un petit résumé des prochaines étapes du projet.
Donc, l'Atlas de territoire d'intérêt pour la conservation dans les basses terres du Saint-Laurent, c'est un projet qui est inscrit à la planification du plan d'action Saint-Laurent, qui est une entente fédérale provinciale pour, entre autres, la conservation des milieux naturels et de la biodiversité dans le système fluvial, dans le système Saint-Laurent. Le projet est déjà en marche depuis quelques années. On a développé plusieurs outils qui ont été présentés dans le premier webinaire au mois de janvier. Les deux objectifs sont de déterminer les sites prioritaires pour la conservation de la biodiversité dans l'écorégion des basses-terres et de fournir des outils et de soutenir les organismes dans leurs actions de conservation sur le territoire. Les deux parties du projet, l'Atlas comme tel, le développement des stratégies de conservation, des stratégies de mise en œuvre, forment le plan de conservation. Le territoire d'étude sur lequel on travaille, c'est la province naturelle des basses-terres du Saint-Laurent ou l'écorégion des basses-terres. On a ajouté à cette région-là le secteur de Covey-Hill, qui est près de la frontière de New York, et l'archipel de l'île aux Gris, qui ne sont pas à proprement parler dans les basses-terres du Saint-Laurent, mais qui sont des sites d'intérêt pour la biodiversité. Donc, on a rajouté ces deux petites régions-là. Et le système fluvial s'étend aussi là, dans l'estuaire moyen jusqu'à Rivière-Ouelle environ. C'est un gros travail d'équipe multidisciplinaire. Il y a moi qui coordonne l'équipe. Il y a des experts du NDDELCC. On voit ici les noms des représentants de chacun des grands sites d'écosystèmes. On a le MFFP avec M. Mingelbier pour le système fluvial. Il y a 3 ONG qui participent activement depuis le début du projet Conservation de la nature, le CREC et le Bureau d'écologie appliquée. On a la chance aussi d'être soutenu par Mme Louise Gratton, qui est une experte conseil, une consultante en conservation. Puis, il y a toute une équipe d'experts qui sont consultés à différentes étapes du projet, que ce soit au niveau de la détermination de critères de priorisation ou de développement de stratégies de conservation et autres, validation de nos réflexions. Donc, il y a toute une équipe d'experts à qui on fait appel à l'occasion. Puis, j'en profite pour les remercier aussi. On travaille principalement à prioriser et sélectionner 5 grands types d'écosystèmes pour essayer de couvrir la grande majorité de la biodiversité dans les basses-terres du Saint-Laurent. Traditionnellement, les milieux forestiers et les milieux humides ont fait beaucoup l'objet de planification de la conservation. Ce qui est intéressant dans l'Atlas, c'est qu'on rajoute les milieux verts, donc les friches, et les cultures pérennes, les prairies agricoles, là, où on veut déterminer les sites d'importance pour la biodiversité de ces milieux-là. On ajoute aussi les milieux aquatiques et riverains et le système fluvial. Donc, c'est un atlas qui va intégrer les priorisations des grands types d'écosystèmes. À cela aussi s'ajoutent plusieurs éléments du filtre fin, comme des espèces en péril, des alevars et autres, là, qui vont s'ajouter comme sites d'intérêt dans l'atlas. Donc, pour chacun des grands types d'écosystèmes, il y a une personne contact, une personne responsable d'orienter les réflexions, les analyses et les résultats. On voit aussi les responsables de chacune des cibles. Un petit rappel, comme Andréane l'a fait au début, de la série de webinaires qui sont en cours. Aujourd'hui, on est le 13 février. Je vais présenter les résultats sur le milieu ouvert. Donc, des personnes responsables de chacune des cibles, vous pourrez les contacter à votre guise. Et bon, je vais juste faire un petit survol aussi maintenant de la situation de l'agriculture au Québec puis de l'effet que ça peut avoir sur la biodiversité. Depuis une cinquantaine d'années, en fait, depuis les années 50, il y a eu une grande tendance au niveau de l'agriculture où il y a eu un abandon ou une déprise agricole dans plusieurs régions du sud du Québec, dans certaines régions périphériques des Basses-Terres et dans les régions des Appalaches. Donc, les endroits où le sol était moins propice à l'agriculture, il y a eu un abandon, une déprise. Beaucoup de friches agricoles qui sont apparues, beaucoup de plantations de sapins de Noël. Puis, à l'opposé, dans les régions très propices à l'agriculture, là, il y a eu une intensification qu'on peut appeler, il y a eu un changement de culture, des modifications assez importantes des paysages agricoles, des redressements de cours d'eau, de destruction d'habitats ligneux dans le paysage. Donc, c'est comme 2 grandes tendances importantes. Puis quand on regarde l'importance relative des cultures annuelles et des cultures pérennes dans les basses-terres du Saint-Laurent depuis les débuts des années 90, c'est qu'il y a eu une inversion marquée de l'importance relative de ces 2 types-là. Au début des années 90, 60% des cultures étaient principalement des fourrages et des pâturages. Et on est rendu à 20% des milieux agricoles des basses-terres du Saint-Laurent qui sont seulement couverts de cultures pérennes, alors que les cultures annuelles couvrent maintenant 80% du territoire.
Donc, c'est un changement très important au niveau de l'importance relative de ces deux grandes classes de type de culture. Il faut parler aussi un peu que les pratiques agricoles ont été modifiées depuis les années 50. Il y a eu l'arrivée des composants de synthèse dans les années 50, les pesticides, les fertilisants. Un effet important aussi, c'est les fauches plus en plus hâtives des fourrages qui ont un impact direct sur les oiseaux champêtres, etc., etc. Donc, le constat le plus important qu'on peut faire au niveau des oiseaux, des paysages agroforestiers et agricoles du sud du Québec, c'est que les oiseaux champêtres sont en déclin. Ici, on voit des graphiques qui montrent les tendances démographiques des grands groupes d'oiseaux dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Puis la ligne en rouge ici qu'on voit en descendant, ben, c'est le groupe des oiseaux de prairie, les grassland birds ou les farmland birds, comme on peut les appeler. C'est le groupe d'oiseaux avec les insectivores aériens qui sont le plus en déclin dans le nord-est de l'Amérique. C'est une tendance assez lourde aussi qu'on peut remarquer à l'échelle de l'Amérique du Nord, de l'Europe et un peu partout dans le monde où il y a des maîtresses agricoles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs espèces qui sont désignées en péril au Canada, plusieurs espèces qui sont étroitement associées au paysage agricole du Québec, par exemple le goglu des prés, le tournette des prés, les hirondelles rustiques, plusieurs espèces dont certaines sont encore bien présentes dans le paysage, mais que les tendances des populations sont vraiment à une baisse marquée, ce qui fait que ces espèces-là sont maintenant désignées en péril à l'échelle du Canada. Pourquoi qu'il y a un déclin si important des oiseaux champêtres? Bon, il y a une question de disponibilité de l'habitat. Il y a moins de fourrage, il y a moins de pâturage parce que, comme je disais d'entrée de jeu, il y a des secteurs où il y a eu un abandon des terres. Puis, il y a surtout une conversion très importante des cultures pérennes vers les cultures annuelles. Puis, il y a aussi un effet de la qualité des habitats résiduels qui restent, qui subissent, par exemple, des fauches hâtives ou peut-être la dérive des pesticides dans les champs adjacents. Donc, ces deux facteurs-là sont principalement mis en cause pour expliquer le déclin des oiseaux champêtres dans nos régions et ailleurs en Amérique du Nord. On parle beaucoup d'oiseaux champêtres, mais il y a quand même aussi d'autres groupes fauniques qui sont touchés par ces modifications du paysage agricole. Là, on peut penser à l'herpétofaune, tortue des bois, c'est quand même bien documenté que c'est une espèce qui peut être affectée par les coupes fourragères. Les chiroptères, les pollinisateurs sont tous en déclin. Il y a une question d'utilisation aussi de certains types de pesticides. Donc, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas seulement les oiseaux champêtres qui sont touchés, mais il y a quand même différentes faunes associées au paysage agricole qui peuvent être touchés par ces modifications-là. Puis, je pense que c'est important aussi de parler de l'impact que ça peut avoir sur les services écologiques que ces milieux-là peuvent apporter aux humains et aux populations en général. S'il y a moins d'habitats fauniques, s'il y a moins d'habitats ligneux dans le paysage agricole, ben, les services qui sont offerts au niveau de la filtration de l'eau, la filtration, la qualité de l'eau, etc., sont tous en baisse parce que, bon, il y a tout simplement moins de ces habitats-là dans le paysage. Donc, c'est important aussi à considérer. C'est certain que la question qui est importante à se poser, c'est comment on peut concilier la production agricole avec la conservation de la biodiversité. Dans le sud du Québec, on fait affaire ici à des matrices où l'agriculture, c'est le gagne-pain des gens, c'est une source de revenus pour des milliers de personnes dans le sud du Québec. Comment on peut concilier les deux? Ça va chercher les éléments du développement durable et autres. C'est la question qu'on se pose, puis ça nous amène à réfléchir à des nouveaux enjeux de conservation. Comme j'ai dit tantôt, les prairies agricoles, les friches ont rarement fait l'objet d'une planification de la conservation. Donc, on s'y est attaqué dans le cadre de ce projet-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de maintenir ces milieux-là pour conserver la biodiversité dans les basses-terres du Saint-Laurent? Donc, on parle des matrices agricoles et des friches. Je vais commencer par vous présenter nos réflexions puis nos analyses pour prioriser les prairies agricoles dans les basses-terres du Saint-Laurent. D'entrée de jeu, on n'ira pas prioriser des champs agricoles comme tels ou des parcelles agricoles parce que, bon, ces milieux-là font partie des rotations de culture. Les types de culture peuvent changer après quelques années. C'est des parcelles qui peuvent être aussi trop petites. Donc, ce qu'on vise, c'est plutôt de prioriser des paysages agricoles ou des matrices agricoles qui sont favorables à la biodiversité. Donc, on va au-delà de la ferme, puis on va essayer de
de déterminer des secteurs où les paysages sont plus propices aux oiseaux champêtres, entre autres, et à d'autres groupes fauniques et floristiques. Donc, on vise à essayer de concentrer les cultures pérennes dans des régions d'intérêt puis à maintenir des grandes parcelles dans le paysage. Donc, notre unité spatiale de référence pour déterminer les régions d'intérêt dans les basses terres du Saint-Laurent, ce sont les ensembles topographiques. C'est le niveau 5 du cadre écologique de référence du MDD-ELCC. On connaît bien les provinces naturelles, les régions, les ensembles physiographiques. Après ça, on descend au niveau des districts écologiques, mais ça, c'est une échelle un peu plus basse, qui sont les ensembles topographiques. Il y a 134 ensembles topographiques qui ont été analysés jusqu'à maintenant. On voit ici très bien sur la carte que la région de l'Outaouais ne fait pas partie des analyses jusqu'à maintenant. Ça va faire l'objet d'analyses subséquentes au cours des prochains mois. Mais on se concentre sur les deux provinces, les deux régions naturelles qui couvrent en fait 90% des basses terres du Saint-Laurent. Donc, c'est les ensembles topos qui sont notre unité de référence. La donnée source qu'on a utilisée pour aller qualifier cette région-là, c'est la cartographie actualisée de l'occupation du sol qui était faite ici à Environnement Canada, où on a regroupé les sources d'information des différentes thématiques les plus précises. Puis il y a eu un gros travail de photo-interprétation pour aller actualiser cette cartographie-là. Cette cartographie-là, en passant, est disponible à qui veut bien l'utiliser. Vous pourrez faire référence au premier webinaire où je parle plus en détail de cet outil-là. Puis vous pourrez me contacter aussi si vous avez besoin de plus d'informations. Donc, on part de la cartographie de l'occupation du sol des basses terres du Saint-Laurent. Puis les données sources pour le volet agricole, c'est les données de la Financière agricole du Québec, les données de 2014, puis les données complémentaires qui proviennent d'une cartographie d'agriculture et agroalimentaire Canada qui date de 2014 aussi. Donc, à la base, on a pris les limites spatiales des polygones de la Financière agricole. On a retenu la classe d'occupation du sol qui provenait de cette source de données-là. Et dans les endroits où on n'avait pas d'informations sur la classe d'occupation du sol ou le type d'agriculture, on allait chercher l'information à partir du fichier d'agriculture et agroalimentaire Canada. Donc, ça nous permettait d'avoir une couverture complète des types de cultures des différents secteurs des basses terres du Saint-Laurent. Donc, pour les fins de la discussion, quand je parle de prairies agricoles, je parle en fait de cultures pérennes, c'est tout ce qui s'appelle fourrage et pâturage. Les cultures annuelles, c'est les endroits où le sol est labouré, où il y a du sol à nu quand les oiseaux arrivent au printemps généralement. On parle de maïs, de céréales, soya, etc. Donc, c'est les deux grandes classes de milieux agricoles qu'il faut retenir, culture pérenne et culture annuelle. Puis, un traitement de base qui était fait pour l'analyse de priorisation, c'est qu'on a formé des complexes, en fait, de culture pérenne où on a regroupé les parcelles agricoles qui étaient distantes de moins de 50 mètres pour en faire des complexes uniformes. Donc, à l'échelle des oiseaux champêtres principalement, une distance de 50 mètres n'est pas suffisante pour empêcher le déplacement et la dispersion. Donc, on peut voir ici qu'il y a certaines planches agricoles, certaines parcelles qui ont été regroupées pour former un seul grand complexe de culture pérenne. Donc, ce sont ces unités spatiales-là qui ont été à la base de nos analyses pour caractériser nos ensembles topographiques. Alors ici, on voit une image des complexes de culture pérenne dans la région de Montréal, Montérégie. En vert, on voit les cultures pérennes qui ont été formées. Puis, si on rajoute les ensembles topographiques par-dessus, on peut voir vraiment distinctement que c'est une unité spatiale qui est intéressante pour la priorisation. Par exemple, on peut voir ici les montées-régiennes, ici, les trois grands cercles où il y a zéro agriculture parce que c'est des milieux complètement différents dans le paysage agricole du sud du Québec. On voit ici le secteur du fer à cheval de Saint-Amable aussi, qui montre des paysages agricoles complètement différents de d'autres secteurs des basses terres. Donc, c'est une unité spatiale intéressante pour aller caractériser et prioriser notre territoire d'étude. Puis, on a fait une analyse multicritère pour aller caractériser chacun des ensembles topographiques puis en faire une priorisation. Donc, je n'irai pas en détail dans la méthode qu'on a utilisée parce qu'il y a un rapport méthodologique qui va être disponible dans les prochaines semaines qui va bien expliquer les différentes méthodes. Mais brièvement, c'est qu'on a déterminé une série de critères de priorisation. On a calculé la valeur de ces critères-là. Puis, on a classé les critères en deux groupes de priorité, des critères principaux et des critères secondaires. Puis, on a
On a déterminé des classes de priorité principales basées sur la somme des valeurs normalisées des critères principaux. En fait, c'est un jargon un peu technique. Puis, à l'intérieur de chacune des classes de priorité, on est allé ordonner les ensembles topo avec la valeur des critères secondaires. Donc, grosso modo, c'est un peu la façon de procéder pour aller pour appliquer notre méthode d'analyse multicritère. Donc, deux groupes de critères, des critères principaux, des critères secondaires. Les critères principaux retenus pour la priorisation des ensembles topographiques, un, c'est le pourcentage de couverture agricole. On voulait aller déterminer des ensembles où il y avait quand même un bon pourcentage de couverture du milieu agricole. Puis, le ratio de cultures pérennes sur les cultures annuelles était un critère très important pour aller déterminer les sites où il y avait une matrice agricole favorable aux oiseaux champêtres, entre autres. Superficie moyenne des parcelles de culture pérenne et le pourcentage de culture pérenne dans un rayon de 1 km de chaque parcelle. On a fait une moyenne de ces valeurs-là pour chacun des ensembles topographiques. Donc, ces critères principaux-là visaient essentiellement à déterminer les secteurs où l'agriculture était quand même bien présente puis qui offrait un paysage intéressant pour le maintien des oiseaux champêtres, principalement. Les critères secondaires, on parle du nombre de parcelles de culture pérenne de plus de 100 hectares. Puis il y a deux critères de proximité des milieux humides. Un qui est la distance minimale entre chaque parcelle de culture pérenne et le milieu humide le plus près. Puis le deuxième, c'est plus un indicateur du paysage immédiat entourant chacune des cultures pérennes au niveau du pourcentage de milieu humide dans une zone tampon de 200 mètres. Ça c'est intéressant pour déterminer les secteurs intéressants pour la reproduction de la sauvagine, par exemple. Alors, il faut dire aussi là, brièvement qu'il y avait d'autres critères qui ont été calculés, qui ont été éliminés, soit parce qu'ils étaient un peu moins pertinents ou parce qu'il y avait une forte corrélation avec d'autres critères. Donc, il y a deux critères ici qu'on n'a pas retenus pour la suite des analyses. Bon, brièvement, je vais passer les résultats de l'application avec certains critères pour montrer un peu qu'est-ce que ça donne visuellement, la caractérisation de nos ensembles topographiques. Ça, ici, on voit une première image de la pourcentage de couverture agricole dans les ensembles topos. Donc, on peut voir très bien là, les secteurs en rouge qui sont les secteurs où le paysage est fortement dominé par l'agriculture, donc secteur de Montérégie, Laurentides de la Naudière. On voit très bien que le secteur de Montréal, le long du fleuve, c'est des secteurs qui sont moins dominés par l'agriculture. Puis plus on va vers l'est, moins les ensembles topos sont couverts de milieux agricoles. Ici, on voit une image du pourcentage, du ratio entre la superficie des cultures pérennes et des cultures annuelles. Donc, en rouge, les secteurs où les cultures pérennes sont plus abondantes que les cultures annuelles. En fait, on voit très bien le secteur là, dans le sud, dans le coin de Cauvéil, le secteur de Mirabel, la Montérégie est tout en vert, donc très peu de cultures pérennes. Et plus on va vers l'est, ben, plus on voit que l'importance des cultures pérennes augmente. Le secteur de Portneuf, le Bas-Saint-Laurent, le Binière, etc. Ici, un troisième critère pour illustrer les résultats de la proximité des milieux humides dans une zone tampon de 200 mètres entourant chacune des cultures pérennes. Donc, encore ici, on voit là, que la région à l'est, le centre du Québec, la Binière, le long du fleuve, là, des secteurs où il y a des grandes concentrations de milieux humides et de tourbières. On voit aussi très bien la vallée du Richelieu, le lac Champlain, qui sortent comme étant des secteurs où les cultures pérennes sont quand même, où il y a des milieux humides qui sont quand même à proximité des cultures pérennes. Donc, ça, c'est juste pour illustrer quelques critères. On a brassé tout ça dans nos analyses multicritères. Puis, on a fait notre analyse pour prioriser nos ensembles topos. Donc, la priorisation s'est faite dans deux régions naturelles distinctes, la région du Haut-Saint-Laurent et du Moyen-Saint-Laurent. Ça, c'est important parce qu'on ne veut pas comparer des paysages agricoles qui sont très distincts. Les paysages agricoles de la Beauce, par exemple, en Chaudière-Appalaches, ne seront pas du tout semblables à ceux qu'on peut retrouver en Montérégie. Donc, pour ne pas mélanger des choses qui sont peut-être un peu moins semblables, on a fait une priorisation distincte dans les deux régions naturelles. Donc, ici, on voit une image là, du rang final de priorisation de chacun des ensembles topographiques. Là. Ici, c'est une image là, qui illustre les quartiles. En vert foncé, c'est les secteurs où on aurait des ensembles topographiques qui seraient
les plus favorables pour les oiseaux champêtres et la biodiversité, donc des secteurs où les cultures pérennes dominent le paysage, où les cultures pérennes sont situées dans des matrices où il y a des milieux humides à proximité, etc. Donc, on voit bien que le piémont des Appalaches, un peu le piémont des Laurentides, un peu, c'est des secteurs qui sont quand même en vert foncé. Tout le secteur Montérégie, Montréal, c'est en orange. Il y a quand même plusieurs secteurs qui sont très peu propices aux oiseaux. C'est intéressant de voir quand même qu'il y a des régions de la Montérégie, dans le coin du bassin de la Châteauguay, du coin de Mirabel, qui a des secteurs qui sont intéressants, puis aussi tout le Bas-Saint-Laurent. Donc, on est à valider ces résultats-là. C'est des scopes, en fait, pour tout le monde. On est en train de regarder si tout ça fait bien du sens, mais je pense que on va peaufiner les résultats dans les prochaines semaines, mais c'est un peu montrer une image de la méthode retenue puis les résultats qu'on a obtenus. Ça, ici, c'est une image pour montrer les ensembles topographiques qui permettent d'atteindre 20 de la superficie de chacune des régions naturelles. En fait, c'est les 20 les ensembles topos les plus prioritaires qui permettent d'atteindre 20 de la superficie. Donc, c'est un peu une image miroir de la première carto ici. Mais en fait, ça c'est plus pour dire, bon, si on a un objectif de représentativité de 20 c'est une façon de l'illustrer à l'échelle des ensembles topos. Il y en a 117 sur 634 qui permettent d'atteindre ce seuil de 20 Encore ici, les régions que je parlais tantôt, là, du piémont des Appalaches, la région de Mirabel, le Bas-Saint-Laurent, c'est des secteurs qui sortent quand même assez intéressants. Donc, c'est les premiers résultats qu'on a retenus. Comme je disais, on va les valider. On va consulter aussi des experts pour présenter l'approche puis voir si tout cela se tient. Puis, tout ça, ben, c'est en vue de développer des approches régionales pour maintenir des paysages agricoles qui sont favorables à la biodiversité. Donc, comme je disais, ça va nous aider à orienter nos stratégies de conservation dans les régions qui sont déjà propices aux oiseaux champêtres. Puis ce qu'on vise, c'est de concentrer des cultures pérennes dans ces régions-là d'intérêt. Puis, essentiellement, il y a différentes réflexions qui peuvent être intégrées aux stratégies de conservation. Il y a tout le volet pratique agricole. Là, on ne touche pas aux pratiques agricoles dans le cadre de notre projet comme tel. Là, on travaille à délimiter des unités spatiales intéressantes pour la conservation de la biodiversité, mais tout le volet de pratiques agricoles qui sont bénéfiques à la faune, ben, ça va... sont toujours très pertinentes, très importantes. C'est juste que ce n'est pas une échelle d'analyse qu'on retient dans le cadre d'une analyse de planification de la conservation comme on le fait actuellement. Les deux vont de pair, c'est clair. Un petit mot pour dire que déjà des initiatives qui sont en cours, qui ont été faites pour nous aider dans nos réflexions. Le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec a préparé un atelier sur la conservation de la biodiversité en janvier 2017, où on a regroupé, je pense, une trentaine de personnes à une journée de tempête à Drummondville pour discuter des approches qu'on pourrait retenir pour conserver la biodiversité en milieu agricole. En décembre dernier, il y a eu un regroupement d'agronomes qui ont été invités à approcher cette problématique-là, comment on peut approcher la conservation des cultures pérennes pour les oiseaux champêtres à l'échelle des paysages. Il y a des projets intéressants d'approche collective, de regroupement de producteurs qui peuvent être très intéressantes et très prometteuses. Là. Par exemple, les projets de l'Acadie Lab dans le Haut-Richelieu, où il y a des regroupements de producteurs qui sont mis ensemble pour développer des approches collectives, pour amener approcher la conservation des milieux naturels qui vont être autant bénéfiques pour les producteurs que pour la biodiversité. Il y a un projet actuellement pour essayer de déterminer ou de planifier les rotations de culture à une échelle régionale où on pourrait peut-être modéliser la position spatiale des cultures pérennes dans un territoire donné pour maximiser des grands complexes de cultures pérennes sans changer du tout les pratiques agricoles des producteurs. Donc, essayer de planifier spatialement la position des cultures pérennes dans un territoire pour essayer d'aller, par exemple, créer des parcelles de 200 hectares de cultures pérennes qui seraient contiguës, mais qui toucheraient différents producteurs voisins. Donc, il y a un travail qui se fait actuellement pour essayer de développer une approche comme ça. C'est quelque chose je pense, qui est
très intéressant, qui est en développement et qui peut nous apporter des choses, des connaissances intéressantes pour la mise en place de matrices agricoles favorables à la biodiversité. Puis, il y a tout le volet, la restauration du littoral du lac Saint-Pierre, où on essaie de planifier et de ramener des cultures pérennes et des fourrages dans le littoral du lac Saint-Pierre au bénéfice là, autant des perches chaudes que des oiseaux champêtres. Il y a toute une problématique au lac Saint-Pierre. Il y a un gros travail qui se fait là-bas par la TCR. Puis c'est une approche encore là, régionale, pour essayer de ramener des paysages agricoles favorables à la biodiversité. Donc, il se passe déjà plusieurs choses en paysage agricole. C'est intéressant, c'est des avenues prometteuses. C'est quelque chose en fait, il y a une dizaine d'années, on ne parlait pas, ou très peu. On est rendu là. Les développements des prochaines années vont être très, très intéressants. Maintenant, les friches. Les friches, je vais vous raconter l'histoire des friches. En fait, les friches, je dis que c'est les enfants pauvres de la conservation parce qu'on ne les connaît pas très bien. Cartographie des friches, de toutes les cartographies de milieu naturel que j'ai vues depuis 20 ans, c'est toujours tout un défi d'aller cartographier des friches parce que c'est des milieux qui sont dynamiques, c'est des milieux qui sont en régénération, en évolution. Les capteurs satellites, par exemple, ont de la difficulté à les discriminer. Donc, quand même, un manque de connaissances au niveau de la répartition des friches au Québec. D'un côté, souvent, on entend le monde agricole qui veut remettre en culture ces friches-là, puis d'un autre côté, on entend le monde forestier qui dit bon, on va les planter dans les friches, on va essayer d'augmenter les surfaces forestières, donc sont prises entre l'arbre et l'écorce, mais je pense qu'il y a une valeur écologique importante aux friches. Puis, c'est des milieux qui ont une valeur écologique en soi, oui, mais qui peuvent être des sites importants quand on pense à la connectivité entre les milieux naturels, à la restaurer les matrices agricoles. C'est des sites où il peut se faire quand même beaucoup de recherches. C'est intéressant de les considérer dans notre atlas parce que, bon, c'est des milieux qui sont peu connus, mais je pense qu'on peut apporter une connaissance intéressante pour ces milieux-là. Donc, qu'est-ce qu'une friche? En fait, une friche, c'est un milieu qui est généralement en régénération, soit après l'abandon de l'agriculture ou après des coupes forestières. En gros, c'est l'origine principale des friches dans les basses-terres du Saint-Laurent, mais il y a aussi des friches qui sont en milieu anthropisé, comme par exemple des friches qui sont situées dans les emprises de lignes de transport d'énergie, par exemple. Donc, il y a on a classé nos friches en deux grandes familles. Puis, la source des données qu'on a retenue pour nos analyses sur les friches, bon, ben, c'est à partir de la carte d'occupation du sol que j'ai présentée tantôt. C'est les codes FR des cartes écoforestières, des classes arbustes pour la carte de l'Agriculture Canada. On a eu accès aux données d'emprise de lignes électriques d'Hydro-Québec. Puis, il y a eu un gros travail de photo-interprétation, surtout pour aller délimiter les friches linéaires, les petites friches qu'on peut retrouver entre les planches agricoles ou en bordure forestière, là, comme des bandes riveraines ou des abrisements. Il y a des milliers de petits polygones qui ont été tracés et photo-interprétés dans la carte qu'on utilise. Donc, c'est intéressant et important à souligner. Donc, les friches, on les a classées en deux groupes. Comme je disais tantôt, il y a les friches qui sont en régénération, les parcelles qu'on voit ici un peu plus grosses dans le paysage agricole. Puis, il y a les friches qui sont situées dans les emprises de lignes électriques, par exemple. Donc, on les a complètement séparés en deux groupes distincts parce qu'ils ne feront pas l'objet des mêmes mesures de conservation dans nos stratégies à venir. Les milieux en régénération, ce sont les champs abandonnés ou les coupes forestières. C'est ces friches-là qui ont fait l'objet d'une priorisation pour aller déterminer quelles sont les friches qui seraient les plus adéquates pour la conservation de la faune et de la flore, qui peuvent permettre aussi de pointer régionalement où sont les secteurs de concentration de friches intéressantes, autant pour la conservation que pour des milieux que pour la connectivité entre les milieux naturels. Donc, on a déterminé qu'est-ce qui était une friche adéquate pour la conservation de la biodiversité. Ça, c'est basé sur une revue de littérature et différents articles qui ont été publiés au rapport dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Une friche adéquate, c'est une friche qui a une superficie minimum de 5 hectares. Je les ai encerclés en rouge ici dans l'image en bas. Et c'est une friche où il y a des habitats d'intérieur de plus de 50 avec une largeur de bordure de 25 mètres. En fait, ça, c'est pour
c'est pour éliminer toutes les petites friches linéaires et toutes les bandes riveraines là, qui peuvent parsemer le paysage agricole. C'est pas que ces milieux-là ont peu d'intérêt pour la biodiversité, bien au contraire. C'est des milieux qui sont très importants pour autant pour le déplacement que pour la reproduction des espèces à petite échelle. Mais on voulait quand même faire notre analyse de priorisation sur les grosses friches. Donc, nos friches adéquates, ce sont celles-ci, les friches de 5 hectares et plus, avec un habitat intérieur de plus de 50 %. Ici, on voit une image de la répartition des friches dans les basses du Saint-Laurent. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de grilles sur l'image, mais c'est sûr que le trait est un petit peu amplifié. Mais ça montre qu'il y en a quand même beaucoup de friches linéaires, beaucoup de haies, de bandes riveraines et des petites friches de moins de 5 hectares. Mais quand on applique nos 2 critères pour déterminer nos friches adéquates, bien, on a une image ici de 1135 friches qui remplissent nos 2 critères pour déterminer les sites qui vont faire l'objet d'une priorisation et d'une sélection. Donc, c'est intéressant de voir quand même qu'il y a des secteurs d'agrégation autour de Montréal. Dans les zones périurbaines, il y a quand même beaucoup de terres qui sont abandonnées. Donc, en vue peut-être de développement à venir, c'est à voir. Il y a le secteur du parc industriel de Bécancour où il y a quand même beaucoup de friches. Autour de Québec aussi, il y en a plusieurs. Puis il y a quand même des secteurs où il n'y en a pas beaucoup. C'est la réalité de l'information. Donc, ça montre un peu la répartition de nos 1135 friches qui ont fait l'objet d'analyse, de sélection, de priorisation. Un petit zoom ici dans la région de Trois-Rivières et de Bécancour où on voit tout l'ensemble des friches cartographiées en orange. Puis ici, on voit les friches qui sont adéquates là, pour nos analyses. Donc, il y en a des immenses, il y en a des un peu plus petites, mais en fait, ce sont toutes des friches d'au moins 5 hectares. Un petit mot sur les objectifs quantitatifs qu'on vise avec la classe de territoire d'intérêt, c'est qu'on vise à avoir une représentativité de 20 % à l'intérieur d'unités spatiales déterminées. Je vais en parler un petit peu tantôt. C'est qu'on souhaite retenir 20 % des différentes classes de milieux humides, des différentes classes de milieux forestiers à l'intérieur de différents découpages des basses terres du Saint-Laurent. Pour les friches aussi, on a un objectif de 20 % de représentativité. Puis ça, en fait, c'est basé sur le seuil de 17 % d'aires protégées des seuils d'Aichi. Donc, on est un petit peu plus conservateur, on vise à maintenir 20 % des meilleurs milieux naturels dans les différents découpages. Puis, la méthode qu'on retient pour déterminer les sites d'intérêt pour la classe, que ce soit pour les friches, les milieux forestiers, les milieux humides, c'est que, on a une sélection de parcelles incontournables, ce qu'on appelle des sites qui sont sélectionnés. Ça veut dire qu'on va aller chercher les sites qui sont les plus importants pour la conservation de la biodiversité. On a des critères de sélection. Puis, si on n'atteint pas notre objectif de représentativité de 20 % avec nos sites qui sont sélectionnés, bien là, on tombe en mode priorisation avec des analyses multicritères pour prioriser nos sites. Donc, les critères de sélection qui sont retenus pour les friches, en fait, ce qu'on sélectionne, ce sont les friches qui sont soit entièrement incluses ou en partie dans les aires protégées, par exemple, ou qui sont contiguës. La contiguïté est importante parce qu'on ne veut pas avoir seulement des aires protégées dans le territoire qui sont entourés de matrices agricoles ou urbaines. La sélection de sites qui sont en périphérie d'aires protégées actuelles permet d'aller créer des zones tampons où l'empreinte humaine va être un peu plus diminuée en périphérie de ces milieux-là. Donc, on retient les friches qui sont situées en tout ou en partie à des aires protégées publiques et privées. Donc, tout ce qui est inscrit au registre des aires protégées du NDDLCC et tous les sites qui sont en bordure de sites qui font l'objet de mesures de conservation, comme des servitudes, par exemple. On retient les friches où il y a des occurrences floristiques à haute valeur de conservation. Il y a eu un gros travail pour déterminer les occurrences prioritaires du CDPNQ par les experts du CDPNQ, entre autres, et d'autres experts botanistes. Donc, on travaille avec les points d'observation de ces occurrences prioritaires-là et on utilise aussi les habitats essentiels qui sont sur le registre public d'Environnement Canada dans le cadre de la loi sur les espèces en péril. Pour les occurrences fauniques à haute valeur de conservation, là aussi, on utilise les habitats essentiels des différentes espèces.
qui sont sur le registre public. Et on a aussi fait appel aux différents experts du MFFP, entre autres, pour déterminer les occurrences prioritaires, puis à partir de bases de données sources comme Borac ou les bases sur les chiroptères, puis les bases de données du CDPNQ aussi. Donc, nos critères de sélection, c'est les aires protégées, les occurrences floristiques prioritaires, les occurrences fauniques prioritaires. Puis ici, là, bon, la qualité de l'image n'est pas idéale, mais ça me permet quand même de montrer les friches qui sont incontournables à conserver parce qu'elles sont situées à proximité ou à l'intérieur d'aires protégées de mesures de conservation. Il y en a 41, en fait, sur les 1135, plusieurs dans la région de Montréal, les îles de Boucherville. On voit ici les friches du secteur de Cap-Tourmente. Il y a différents secteurs où il y a des servitudes et des mesures de conservation, Montérégie, qui touchent à des friches. Donc, ces milieux-là sont sélectionnés d'emblée comme étant des sites d'importance. Il y a 7 friches qui sont sélectionnées parce qu'il y a des occurrences prioritaires d'espèces floristiques en pérenne. En tout, il y a 29 espèces qui sont considérées dans l'analyse, avec des exemples ici qui sont illustrés. Pour les données fauniques, en fait, on parle plus de friches qui sont incluses dans des polygones d'écoute essentiels ou des occurrences prioritaires de la rainette faux-grillon, de la parélune eldorée, de la tortue des bois. Donc, au total, c'est 82 friches qui sont sélectionnées, qui sont des sites de plus haute importance pour la conservation de la biodiversité dans les basses terres du Saint-Laurent. Donc, on voit ici une répartition générale de ces 82 friches-là. Un petit zoom sur la région de Montréal pour montrer quand même que tout le secteur des îles de Boucherville, le secteur de Boucherville, en fait, la pointe ouest de Montréal, Laval, c'est tout. Il y a quand même des friches d'importance en raison, entre autres, d'espèces en péril fauniques et floristiques. Et d'air protégé aussi, entre autres. Donc, si on n'atteint pas notre critère de 20% de représentativité avec une sélection, bon, on passe en mode priorisation des friches. C'est la même méthode que j'ai expliquée tantôt pour les cultures pérennes. On a des classes de critères principaux, des classes de critères secondaires, on calcule les valeurs normalisées, etc., etc. Je n'irai pas plus en détail. Juste pour dire que les critères principaux pour les friches, c'est la superficie, puis le pourcentage de friches qu'on trouve dans un rayon de 1 km autour de chacune des friches adéquates. Puis les critères secondaires, ben, c'est la distance d'une emprise de ligne électrique pour favoriser la connectivité entre les organismes qui peuvent utiliser les friches, distance de milieu humide, puis un indice de forme pour un peu réduire l'effet de bordure. Donc, ce sont nos critères retenus. Ici, illustrer vitement les résultats avec un ou deux critères. Le pourcentage de friches dans un rayon de 1 km, on voit ici en rouge les friches les plus intéressantes à ce sujet dans la région de Trois-Rivières et dans la région de Montréal. Il y a un degré de couleur. Je n'irai pas en détail. Quand les résultats vont être tout finaux, on va pouvoir les partager avec vous. Distance de milieu humide ou hydrique, ici aussi, là, on peut aller relativiser et catégoriser nos différentes friches en fonction de ce critère-là. Puis, comme je disais tantôt, la priorisation va se faire par unités spatiales qui vont être distinctes qui permettent de classer les bassins du Saint-Laurent au niveau des types de dépôts et des types de sédiments, puis des modes de mise en place de ces sédiments-là. C'est ce qu'on appelle des contextes de mise en place régionaux. C'est un regroupement de dossiers écologiques qui a été produit par la MDDLCC l'automne dernier. Il y a 20 types de contextes de mise en place régionaux qui ont été déterminés à l'échelle des bassins du Saint-Laurent. Donc, notre priorisation pour atteindre notre seuil de 20% se fait à l'échelle de chacun des contextes. Donc, on ne veut pas, par exemple, comparer les friches de la Beauce avec les friches de Rigaud, par exemple, parce que ce n'est pas du tout le même contexte de mise en place. Donc, notre sélection de priorisation se fait à l'échelle de chacun des contextes. Puis, bon, ici, on voit une image, là, encore avec les 4 quartiles qui montrent la priorisation de nos 1135 friches là, dans les basses terres du Saint-Laurent. Donc, en rouge, ici, on voit les friches qui sont les plus prioritaires en fonction de notre analyse multicritère dont je viens de parler. Des zooms ici, région de Québec, région de Bécancour, région de Montréal, encore là, on peut catégoriser et discriminer les friches qui sont les plus intéressantes à partir de notre analyse avec nos critères de sélection, de priorisation qui ont été déterminés. Puis ici, une image des friches qui sont retenues pour atteindre notre seuil de 20% de représentativité à l'échelle de chacun des contextes de mise en place régionaux. Donc,
des friches qui sont sélectionnées d'emblée parce qu'ils sont à proximité d'aires protégées ou parce qu'ils ont des espèces en péril. Puis, si on n'a pas notre 20 bon, on finalise notre 20 de représentativité avec la valeur de conservation calculée avec les analyses multicritères. Donc, on voit ici une image, là, les 155 friches qui sont à la base de notre priorisation, de notre sélection à l'échelle des bassins additionnaires. Avec des zooms ici, encore là, dans la région de Québec, Trois-Rivières et Montréal. Donc, c'est ça. C'est des résultats qui sont encore tout chauds. Là. Je suis en train de finaliser la validation de tout ça. On va en discuter avec des experts aussi, là, mais je pense que ça va. Le portrait final ne bougera pas beaucoup par rapport à ça. Un petit mot sur les friches qui sont situées dans les emprises de lignes de transport d'énergie, les friches qui sont situées dans les emprises de lignes électriques, en fait, c'est qu'on a délimité une zone tampon en fonction de la tension électrique qui est présente dans les différentes lignes de transport d'énergie. Donc, on a des largeurs d'emprise qui sont différentes en fonction de la tension dans la ligne électrique. Puis ici, on peut voir un peu là, que plus la tension est grande, plus la largeur de l'emprise est large. En fait, la largeur est large, oui. Il y a des emprises de ligne électrique en mauve ici où il n'y a pas de friches. Puis les friches qui sont sous les emprises sont en orange. Donc, on peut aller catégoriser les différentes friches qui sont situées sous les emprises, les cartographier, puis ça donne une image un peu en fait, ça donne l'image des friches qui sont situées dans les emprises de ligne électrique là, dans les basses aires du sonore. Donc, ces friches-là ne feront pas l'objet de priorisation. C'est des milieux qui sont sujets à un contrôle de la végétation pour maintenir les milieux ouverts. On va plus viser à développer des objectifs de conservation pour que ces milieux-là soient considérés lors des activités de gestion de la végétation, en fait, pour prendre en compte les besoins de la faune et de la flore. Un exemple intéressant, c'est que le regroupement québécoiseau a déjà développé un plan de conservation des friches dans l'eau Saint-Laurent en lien avec les habitats de la Paruline à Île-Dorée. Il y a déjà eu des discussions avec Hydro-Québec, avec les propriétaires des lieux, avec l'Agence forestière pour déterminer les modalités et les actions qui pourraient être faites pour peut-être réduire l'impact des différentes activités sur les habitats de Paruline à Île-Dorée. Donc, ça, c'est un exemple intéressant, assez récent, dont on va s'inspirer pour développer nos stratégies de conservation. Là, ça fait le tour des résultats. Pour les prochaines étapes du projet, bon, c'est sûr que l'Atlas, on est en train de le finaliser, mais ce qu'on souhaite et ce qu'on vise, c'est que les cartes et les données géospatiales associées à l'Atlas soient disponibles au grand public. On fait ça pour vous. C'est des outils qu'on développe pour orienter et bonifier la conservation des milieux naturels. Il existe déjà beaucoup de plans de conservation. Il y a déjà beaucoup de stratégies et d'actions de conservation qui se font. L'Atlas va permettre de bonifier la connaissance puis d'orienter la conservation dans les secteurs où il y a peut-être des lacunes au niveau des connaissances. Donc, on va rendre disponibles les données géospatiales associées aux différents sites de conservation, pas juste les friches, les cultures pérennes, mais aussi les autres sites de conservation, milieux forestiers, milieux humides, entre autres. Puis, il va y avoir un rapport méthodologique très détaillé qui va être fait dans les prochaines semaines, qui va être conjoint aux données, puis qui vont vous permettre de mieux comprendre la source d'information, les analyses, puis où les gens pourront aussi modifier ou appliquer les différents critères en fonction de leurs propres besoins. Donc, ça va être une espèce de document de référence qui va permettre aux gens d'aller jouer avec les données, en fait, là, selon leurs besoins. Ce qu'on souhaite, c'est que ces données-là soient disponibles au printemps 2018. Printemps, ça finit le 23 juin, 22 juin. On va essayer de tout faire pour que tout soit disponible d'ici la fin du printemps. Déjà que la cartographie de l'occupation du sol est disponible, elle aussi, elle va être disponible en ligne dans les prochaines semaines. Puis, on veut aussi publiciser l'Atlas lors de différentes rencontres, différents ateliers. On est déjà plusieurs à travailler à vendre l'Atlas, à le publiciser. J'ai déjà fait plusieurs conférences, puis il va y en avoir beaucoup d'autres à venir. Donc, plus l'Atlas va être connu, mieux ce sera, où on aura une base de discussion commune pour tout le monde.
Puis, ce qu'on souhaite aussi, c'est de développer des stratégies de mise en œuvre. Bon, juste en diffusant l'information géospatiale, les données, les résultats, c'est déjà des outils très intéressants pour tous les acteurs qui sont intéressés par la conservation des milieux naturels dans les basses-terres du Saint-Laurent. Donc, l'Atlas va aider à bonifier les actions existantes. Puis, on veut aussi s'attaquer directement à développer des stratégies de mise en œuvre régionales en fonction des opportunités, là, que ce soit à l'échelle de la région de Montréal, ça pourrait être l'Outaouais ou autre, le Lac-Saint-Pierre. On veut s'attaquer activement, aller plus loin que juste faire des plans, mais de s'engager activement pour essayer de mobiliser les acteurs du milieu. Quand je dis on, je parle beaucoup d'Environnement Canada, avec ses partenaires du plan d'Action Saint-Laurent, MDLCC, MFFP. Puis les groupes de conservation, les municipalités, les MRC, les OBV, tout le monde va être appelé à discuter, à échanger pour essayer d'amener une vision commune de la conservation dans les différentes régions. Il existe déjà plusieurs outils qui sont là pour favoriser la conservation de la biodiversité. Il y a des guides de bonnes pratiques qui ont été produits dans les dernières années. Il y a de la réglementation en vigueur aussi. Il y a des programmes de financement. Il y a toute l'action des ONG vers la conservation volontaire et tout. Il se fait beaucoup de choses déjà. Ce qui est intéressant, c'est que depuis 2 ans, il y a quand même plusieurs guides qui ont été produits, que ce soit pour la conservation de l'herpétofaune, les chauves-souris, les pollinisateurs, les oiseaux champêtres. C'est tous des documents qui montrent en détail la problématique que peuvent vivre ces groupes taxonomiques-là, puis quelles sont les actions de conservation, les remèdes qu'on peut appliquer pour essayer de réduire un peu l'empreinte humaine sur ces groupes-là. Donc, je vous invite à consulter ces guides-là. Ils sont tous très, très bien faits, sont tous complémentaires. Puis souvent, ce qu'on voit, c'est que les actions qui sont préconisées dans un guide, ils reviennent dans l'autre aussi, parce que c'est souvent la même problématique qui rejoint les différents groupes taxonomiques. Donc, à court et à moyen terme, qu'est-ce qu'on veut, comment on voit les choses, c'est qu'on veut finir l'Atlas dans les prochaines semaines. Il va y avoir des analyses multiples pour intégrer les résultats des priorisations des différents types de conservation. On va passer après ça en mode de validation de l'Atlas par consultation d'experts et autres. Après ça, ça va être diffuser les résultats. Puis, j'ai mentionné brièvement tantôt, la région de l'Outaouais n'a pas encore fait l'objet d'une analyse. On va finir l'Atlas pour 90% du territoire, puis après ça, on va s'attaquer à la région de l'Outaouais probablement dans le courant de l'été. Je veux remercier tous les gens qui ont collaboré au projet. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ont participé à différentes étapes du projet, que ce soit au niveau de la détermination des critères de priorisation. On a fait un atelier d'experts il y a 2 ans pour un peu orienter l'analyse des différentes cibles. Je pense qu'il y avait 80 personnes qui étaient présentes à cet atelier-là. Il y a plusieurs ministères, plusieurs ONG qui sont impliqués. Donc, merci à tout le monde. Je ne donnerai pas de nom en détail. Peut-être David Leclerc, qui est le géomaticien qui a fait toutes les analyses au niveau des friches. Puis des cultures pérennes, c'est un bon joueur dans le projet. Puis c'est grâce à lui qu'on peut présenter tous les résultats-là aujourd'hui. Puis, je tenais à souligner le travail à David. Merci à tous les collaborateurs et experts qui ont touché au projet. Donc, si vous avez des questions, je suis très ouvert. Ça va me faire plaisir. Puis, si on n'a pas le temps de passer à travers toutes les questions, on pourra échanger par courriel ou par téléphone là, dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Puis, Andréane, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup, Benoît. C'était vraiment intéressant. Avant de passer à la période de questions, juste remercier le réseau des milieux naturels qui nous permet là, de tenir les webinaires et aussi mentionner, là, comme Benoît en a fait mention, le répertoire des milieux naturels de conservation volontaire qui est disponible via le réseau des milieux naturels. On vous invite à aller voir cet outil-là vraiment qui fonctionne très bien. Aussi préciser que vous avez vu là, avec ce 3e webinaire là, que la méthodologie de sélection, de priorisation revient souvent, donc une méthodologie qui est à assimiler parce que de présentation en présentation, vous allez voir que cette méthodologie-là revient de fois en fois et notamment aussi là, la compréhension au niveau des contextes de mise en place régionale qui sont souvent utilisés dans les différentes analyses.
On vous invite aussi à vous inscrire au forum des milieux naturels le 25-26 et à assister au prochain webinaire le 13 mars avec M. Daniel Lachance pour la cible milieu humide. Donc, au niveau des questions, Benoît, une première question touchant les cultures pérennes. En tout cas, elle a été posée à ce moment-là, mais ça peut s'appliquer aussi aux friches. Est-ce qu'il y aura au final un critère de connectivité pour rejoindre les ensembles topographiques ensemble, les ensembles topographiques favorables? Oui, ben, j'en ai pas parlé de ça. Ça, c'est un projet auquel on s'est attaqué, on a commencé à s'attaquer à l'automne. C'est qu'une fois qu'on va avoir fait la priorisation et la sélection de nos sites d'intérêt pour les différents sites de conservation, on va se créer ce qu'on va appeler des noyaux de conservation. Ça va faire l'objet de la présentation de Louise Gratton qui va présenter des analyses multisites. Donc, on va avoir des noyaux de conservation qui vont être déterminés, puis on veut faire une analyse, en fait, de la matrice des brasseurs du Saint-Laurent pour évaluer quel est l'état de la connectivité actuelle, puis comment on pourrait relier autant les massifs forestiers que les différents noyaux de conservation à l'échelle des brasseurs du Saint-Laurent. Donc, on a déjà commencé à penser à travailler à la connectivité à l'échelle des brasseurs du Saint-Laurent, puis il y a déjà des travaux qui sont en cours là, pour y réfléchir. C'est sûr que le retour de culture pérenne ou les friches, moi je les vois beaucoup comme des éléments pour augmenter la perméabilité du territoire pour favoriser le déplacement des organismes et des espèces. Ça fait partie intégrante là, du développement des stratégies de conservation qui vont être faites dans les prochaines années. Merci. Une autre question juste avant, j'ai oublié de mentionner pour ceux qui sont plusieurs dans une salle, peut-être juste nous indiquer le nombre de participants que vous êtes par salle pour pouvoir comptabiliser à des fins statistiques le nombre de participants. Donc, une autre question, non pas au niveau de l'analyse, mais au niveau de la gestion des friches, est-ce que, considérant que c'est des milieux de transition, comment on peut en faire de la conservation pour les friches? Ben, c'est une très bonne question. C'est un sujet où on ne s'est pas attardé au Québec sur la gestion des friches parce que effectivement, c'est des milieux de transition. Il existe des guides, il existe des travaux dans le nord-est des États-Unis où il y a une gestion active du territoire pour maintenir des milieux ouverts et maintenir des friches, que ce soit par de la coupe ou du brûlage contrôlé. Il se fait des actions de conservation ailleurs dans le nord-est d'Amérique du Nord. Puis je pense qu'on peut s'en inspirer si on veut maintenir ces friches-là sur le territoire. Mais c'est l'enjeu le plus important, c'est que ce sont des milieux dynamiques, c'est des milieux de régénération. C'est intéressant parce que c'est un beau défi à s'y attaquer, puis c'est pour ça qu'on les a considérés dans la classe. Ça va être très intéressant à discuter avec les gens du milieu et les gens de la Nouvelle-Angleterre sur la façon qu'eux fonctionnent pour maintenir ces milieux-là. On demande justement, tu as ouvert la porte, je pense, mais est-ce que c'est possible de partager les références au niveau des études là, ou de la gestion des friches aux États-Unis? Peut-être qu'on pourrait les mettre sur notre site Internet, mais si c'est possible, on demande si c'est possible de citer quelques exemples de références. Ben, je ne les ai pas en tête comme tel. Je suis en train de finaliser la rédaction là, justement du chapitre sur la priorisation des friches. Là. Mais je sais qu'il y a un comité technique en Nouvelle-Angleterre qui ont développé un guide sur la gestion active. Puis il y a même une réserve de biodiversité, je pense, qui est directement mise en place pour maintenir des friches. Dans le rapport méthodologique, quand il va être disponible d'ici quelques semaines, ces références-là vont être incluses. Mais s'il y a des gens qui brûlent l'envie d'en avoir, je vous invite à m'écrire un courriel, puis je pourrais partager déjà l'information que j'ai. Ça va me faire bien plaisir. Est-ce qu'on sait si l'analyse des friches inclut les prairies humides? Non. Les prairies humides sont considérées dans la cible des milieux humides, où on considère les prairies humides, les marécages et autres. Les prairies humides ne sont pas incluses dans les friches. C'est deux classes d'habitat distinctes dans la carte d'occupation du sol. Une autre excellente question. Les milieux ouverts prioritaires sont choisis selon un contexte de mise en place régionale, en tout cas dans le cas des friches. Là, tantôt, pour les cultures pérennes, tu mentionnais que c'était plus au niveau des ensembles topographiques, mais ces deux niveaux, est-ce que ça nous permet quand même de travailler à l'échelle d'un bassin versant? Est-ce qu'on obtiendrait la même sélection si on travaillait à l'échelle d'un bassin versant? C'est une bonne question. C'est tout le choix de l'unité spatiale d'analyse puis l'unité spatiale de référence.
Un bassin versant, c'est un découpage écologique en partie, en soi. Donc, c'est déjà intéressant. Si on avait fait une priorisation par MRC, par exemple, on aurait peut-être échappé quelques morceaux. On fait la priorisation et la sélection à l'échelle des contextes de mise en place ou des ensembles topos, mais ça considère donc des éléments régionaux du paysage. Mais quand on va diffuser les résultats de la priorisation, la priorisation on peut développer des stratégies de conservation à l'échelle d'une MRC ou d'un bassin versant, par exemple, là, mais c'est une question de diffusion de la donnée. Mais l'échelle d'analyse, c'est un découpage écologique. Donc, je pense que c'est un découpage très, très pertinent. Donc, quelqu'un qui voudrait refaire l'analyse à l'échelle d'un bassin versant pourrait, mais il faudrait qu'il ait la donnée de base que vous avez calculée. Il va avoir la méthodologie, puis quand les données géospatiales vont être disponibles, les gens pourront adapter les critères selon leurs propres besoins. Ça, c'est certain. Parfait. Une autre question, ça, je sais que tu as la réponse, là, mais comment avez-vous considéré les superficies non assurées, notamment en culture pérenne ou les friches? On est allé chercher les classes de type de culture avec la cartographie d'agriculture et agroalimentaire Canada qui, elle, est un peu plus grossière, mais qui couvre tout l'ensemble du Canada. Donc, puis il y a eu aussi un bon travail de photo-interprétation qui a été fait là, par l'équipe de Mathieu Allard ici pour aller donner une étiquette au champ qui n'était pas assuré. Oui, effectivement, avec la photo-interprétation, elle est venue boucher beaucoup de trous, là. On demande si la composition des friches au niveau de la composition floristique a été prise en compte pour ne pas considérer notamment la menace des espèces envahissantes dans une friche. Non, parce qu'on fait une analyse spatiale avec les outils de cartographie existants, donc des photos aériennes et des données de la financière agricole, par exemple. On n'a pas le détail fin de la composition floristique. On a quand même certaines indications, certaines informations sur la présence de milieux d'espèces envahissantes dans nos milieux naturels. Là, il existe l'outil Sentinelle qui peut être un outil intéressant, mais qui n'est pas tout à fait pas complet, là, mais c'est un outil intéressant. Mais la présence d'espèces envahissantes ou d'autres types de menaces, ça va être considéré dans le développement des stratégies de mise en œuvre, des stratégies de conservation avec les gens du milieu. Pour compléter, au niveau du guide sur la gestion des friches, il y a Stéphane Lamoureux qui cite le guide d'aménagement pour des friches de qualité là, pour la Paruline à aile dorée qui est disponible au niveau du regroupement québécoiseau. Oui, je remercie justement Stéphane. Je consultais justement son guide ce matin puis, pour me faire une meilleure tête sur toute la gestion des friches dans le Haut-Saint-Laurent. Le RQO a été un joueur important pour valider et commenter sur les documents que je vous ai présentés aujourd'hui, au moins au niveau de la sélection des critères. Puis, je remercie beaucoup Stéphane et Simon qui ont participé. Donc, est-ce que ce projet est également en cours dans d'autres secteurs d'études à l'extérieur des basses-terres du Saint-Laurent? Et sinon, est-ce possible de refaire les analyses dans un autre secteur, tel par exemple les Appalaches? Actuellement, non. Ça se fait à l'échelle. En fait, le projet couvre les basses-terres du Saint-Laurent. C'est un projet qui est inscrit dans le plan d'action Saint-Laurent. Donc, on vise, on déborde du système fluvial puis on touche à l'écorégion des basses-terres. Il se fait un projet semblable au niveau des habitats côtiers de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent, où on applique essentiellement la même méthode de sélection et de priorisation de marais côtiers, de milieux forestiers, de milieux humides d'intérieur et de plages, entre autres. Donc, il y a un projet parallèle qui se fait pour les districts écologiques qui bordent l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Ce genre de projet-là peut s'exporter à d'autres régions en autant que la donnée source soit disponible, puis que ça prend les données géospatiales qui sont disponibles. On ne pourra peut-être pas aller à un détail aussi fin que ce qu'on fait dans les basses-terres parce qu'il y a eu un gros travail de carto et de détermination de critères de priorisation basés sur les attributs de cette carto-là. Mais la méthodologie en soi peut être exportable n'importe où, en autant que exportable puis modulable aussi en fonction des objectifs et des besoins des gens. Parfait. Donc, ça fait le tour des questions. Il est 12h05, donc on va laisser les gens aller dîner. Puis Benoît, un très chaleureux merci, très intéressant, très bien expliqué.
On a eu beaucoup de félicitations aussi. Donc, on te remercie beaucoup. Puis, on vous souhaite une très bonne heure de dîner. Donc, Benoît, je te laisse le mot de la fin. Ben, merci encore, Andréane, puis merci à vous tous d'être présents. C'est beaucoup d'informations en 1 heure. Là. Il y avait quand même 2 sites de conservation à présenter. Mais étant donné que c'est une première analyse au niveau de ces échelles spatiales-là, moi, je vous invite à communiquer avec moi si vous avez d'autres questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions. On est en train de valider nos résultats, puis après ça, c'est sûr qu'on va faire une tournée de validation avec les experts du domaine. Donc, si vous avez déjà des choses à partager, je vais être très heureux de les considérer. Puis si vous avez des questions, je vais être très ouvert. Puis, merci encore, Andréane. Merci à tout le monde. Puis, je vous souhaite une bonne continuation dans les prochains webinaires. Merci. Merci.